dans les commentaires, on pourra remonter toutes les questions que vous poserez sur l'ensemble du rétex tout au fil du webinaire. Donc, je vais vous présenter effectivement quelques éléments de façon très condensée du bilan des EIGS sur les données des déclarations 2023 que nous avons reçues. Donc, le bilan complet sera sous peu mis en ligne sur le site de l'ARS et puis sera communiqué vraiment très très bientôt. Et en fait, on a voulu faire cette présentation très succincte là en regard du bilan que fait la Haute Autorité de Santé sur tous les EIGS qu'elle reçoit, puisque je rappelle que toutes les déclarations que vous faites, eh bien, elles sont remontées à la Haute Autorité de Santé qui elle, fait une analyse de l'ensemble des déclarations nationales. Donc, au niveau de la Bretagne, on a reçu 231 déclarations de IGS sur l'année 2023, ce qui représente une augmentation d'un petit peu plus de 10% par rapport à 2022. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a une augmentation quand même constante et une bonne dynamique de la déclaration. On souhaite qu'il y en ait toujours plus, même si c'est toujours compliqué, ça demande du temps, c'est une démarche supplémentaire de faire une déclaration, mais c'est important que ça remonte. Et si on regarde comment se positionne la Bretagne sur le nombre de déclarations par rapport à ce qu'on voit dans le bilan de la HAS, en fait, on est en 9e position. C'est le même niveau de déclaration que ce qu'on avait observé l'année précédente. Donc, ça veut dire que c'est bien, mais qu'on peut encore augmenter le nombre de déclarations qu'on reçoit et les transmettre à la HAS. Pour poursuivre cette comparaison bilan Bretagne par rapport à la HAS, un petit focus sur les secteurs de soins qui les déclarent, parce qu'en fait, on sait que c'est le secteur sanitaire qui déclare le plus, peut-être lié à une acculturation peut-être antérieure, et puis à la disponibilité peut-être de ressources aussi plus accessibles, mais on remarque quand même de façon assez positive une augmentation de la déclaration dans le secteur médico-social non négligeable. En 2022, c'était 22,5% des déclarations qu'on avait reçues à l'ARS, et en 2023, c'est 29% de déclarations qui ont été reçues par le secteur médico-social. Donc, il y a une augmentation quand même importante. Donc, forcément, proportionnellement, le secteur sanitaire déclare moins, mais en valeur absolue, on a reçu le même nombre de IGS du secteur sanitaire. C'est juste que la balance s'effectue différemment. Et puis, ce qui est notable aussi, c'est ça émerge un petit peu aussi du côté de la ville, puisqu'on a reçu quand même 6 de IGS issus du secteur de la ville. Donc, c'est encore assez minoritaire, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se passe avec ces déclarations qui arrivent. La répartition est sensiblement la même au niveau national, avec donc peut-être quand même un secteur médico-social qui déclare plus en Bretagne, et ça, on ne peut que s'en satisfaire. Est-ce que vous nous entendez? Toujours? Oui, on vous entend. Oui. Très bien. C'est bon, parce que quelqu'un mettait dans le chat qu'il n'y avait plus de son, donc on est toujours un peu inquiet. Merci. Alors, un point sur le côté toujours évitable ou probablement évitable des EIGS, parce que ça reste quand même un élément important. Donc, on a retenu cette valeur-là parce que c'est les EIGS et la déclaration, c'est surtout l'objectif, c'est d'améliorer les pratiques professionnelles pour assurer la sécurité des patients. Donc, c'est quand même un indicateur intéressant de regarder si c'est des événements qui sont considérés évitables ou probablement évitables. En Bretagne, donc, on est à 43% des événements qui sont considérés comme évitables, et au niveau national à 48%. Donc, on a ici un petit peu plus de il y a plus de situations qui sont considérées inévitables par les structures qui déclarent que sur le reste du territoire national. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant. Et puis, est-ce que vous avez en interne les ressources et les compétences nécessaires à l'analyse approfondie de cet événement, parce que c'est une démarche quand même qui demande d'y passer un peu de temps, la déclaration. Les structures déclarent qu'elles ont les ressources à 92%, qu'à 7-8%, elles n'ont pas les ressources nécessaires. C'est
plus important que ce qui se passe au niveau national. Donc, c'est-à-dire que vous sollicitez spontanément davantage l'appui des structures d'appui et de vigilance, ce qui est très bien parce que ça veut dire qu'il y a une bonne communication et de bons échanges qui se font avec ces structures d'appui et qui font un travail important à vos côtés. Et on redit ici l'importance de ce travail et surtout que la qualité de ce travail et leur disponibilité pour vous accompagner dans l'analyse des événements, qui n'est pas toujours chose facile parce qu'on est toujours sur des situations très complexes, voire même très sensibles, d'où l'importance de solliciter les structures d'appui. Un dernier focus par rapport à la qualité. Donc, en fait, avec ce qu'on vient de voir, là, on peut peut-être constater qu'il y a une amélioration de la culture de la sécurité des soins qui se produit. Donc, on souhaite poursuivre cette dynamique de la déclaration, augmenter le nombre de déclarations, même si ce sera jamais exhaustif. Mais bon, tout ça au profit de tous, évidemment. Augmenter la déclaration dans les 3 secteurs. Au niveau du médico-social, cette tendance continue sur l'augmentation de la déclaration. Et puis également dans le secteur de la ville, évidemment, les établissements sanitaires vont continuer de déclarer. Et enfin, donc ce dernier point qui avait été souligné par Isabelle Gélébart tout à l'heure en introduction, c'est la qualité de la déclaration qui est appréciée par la HAS. Donc en fait, je redis que toutes vos déclarations remontent à la HAS. C'est l'outil, enfin c'est leur base de travail en fait pour faire les outils qui sont mis à disposition après de la communauté des soignants, qui sont les documents, les flashs sécurité patient ou les focus qu'ils font dans leur bilan annuel. C'est de vos déclarations que ces outils sont produits. Donc, il y a un comité d'experts à la HAS qui évalue la qualité des déclarations et donc, ils relèvent dans 72% des cas une qualité des déclarations et place donc ça place la Bretagne en première position de toutes les régions françaises. Donc, on se réjouit de ce chiffre-là, ce qui signifie bien qu'il y a un vrai travail sur la déclaration de la part des structures qui font ça et aussi d'accompagnement des structures régionales d'appui, le CAPS qui est avec nous aujourd'hui, mais toutes les structures de vigilance qui sont aujourd'hui connectées. Et le réseau périnatalité qui accompagne un certain nombre d'événements. Donc, on souligne aussi la qualité des accompagnements et donc le résultat est concluant. On est très content de ces chiffres-là. Voilà pour cette introduction. Et puis, on va pouvoir passer maintenant la parole au rétexte. Donc, on va poursuivre notre ordre du jour. Donc, on a trois retours d'expérience qui vont être présentés par 3 structures différentes. Je passe la parole à Pascal Jarnaud du CAPS. Merci beaucoup, Christine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je réitère les remerciements là, donc, pour les 3 établissements dont on va vous présenter les retours d'expérience. Donc, le foyer d'accueil médicalisé de Robinson, l'EHPAD Saint-Joseph de Plouha et le groupe hospitalier de Bretagne Sud. Peut-être dire juste que le CAPS Bretagne, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes. Je peux prendre Bien sûr. quelques secondes. D'une quinzaine de personnes, donc pluriprofessionnelles. On est vraiment constitué pour être en appui de vous et des établissements auxquels vous appartenez. Notre truc à nous, c'est vraiment pas de se substituer, de vraiment être en soutien sur tout ce qui concerne l'analyse des pratiques et des organisations, dont font partie l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins. Et clairement, par rapport à ce qui a été dit par Isabelle Gélébart et Christophe Febro, nous, en tant que structure de soutien, on sent effectivement la montée en charge de la culture autour de la sécurité des soins. On le voit bien dans nos accompagnements. Voilà, sur le terrain, il y a une appropriation de plus en plus importante et qu'on retrouve de façon très claire dans la qualité des échanges qui peut y avoir lieu après autour des événements qu'on peut accompagner. Donc vraiment, je souscris à ce que tu as dit, Christine, vraiment beaucoup. Au CAPS Bretagne, aujourd'hui, il y a également donc, Thomas Martin et Gaël Germigon, qui sont donc 2 des personnes qui interviennent autour du soutien à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins.
Et puis, donc également du réseau périnatalité Marie Perron. C'est toi, Thomas, qui va commencer par introduire le premier retour d'expérience. Donc, comme ça a déjà été dit, l'idée derrière, on s'est préparé un petit peu en amont avec une réunion de courte durée. C'est vraiment, et puis en amont aussi, on a préparé, hein, je vous rassure, les retours d'expérience. L'idée, c'est qu'il y ait une présentation de 15 minutes et puis qu'il y ait des échanges avec vous pendant 15 minutes. Et s'il vous plaît, vu le nombre que vous êtes, hein, il y a 156 personnes de présents, c'est effectivement de faire monter vos questions via le chat. On est plusieurs ici à recenser ces questions et donc on les restituera au présentateur. Voilà, et donc on coupera vos micros si on voit qu'ils sont allumés. C'est possible pour toi, Anne-Flore, de faire ça, hein, je crois. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoute, Thomas, si c'est bon pour toi, je te laisse présenter le premier webinaire. Moi-même, je présenterai le deuxième et Marie Perron du réseau Périnatalité présentera le troisième. Thomas. Merci. Vous m'entendez correctement? Oui, très bien. Super. Alors moi, je suis Thomas Martin, je suis chargé de mission au CAPS de Bretagne, comme l'a énoncé Pascal à l'instant, donc pour spécifiquement le secteur médico-social et encore plus spécifiquement pour le secteur de handicap. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'opportunité d'accompagner le FAM Résidence, donc le foyer d'accueil médicalisé pour les non-avertis, Résidence Robinson de l'association Le Parc à Fougères. Ils se présenteront très très vite. Alors, je vous amène pas le soleil, mais je vous amène ce rétexte qui va être très très enrichissant. Alors, je suis désolé pour le soleil, par contre. Simplement, pour quelles raisons on trouvait intéressant de valoriser le travail qui a été effectué par toute l'équipe du foyer d'accueil médicalisé? C'est d'une part parce qu'il y a eu une vraie démarche collective, et ça, ils vont revenir là-dessus. Et puis aussi, et c'est pas une simple affaire, il y avait également dans le cadre de cet événement indésirable grave associé aux soins, une analyse qui se voulait inter-établissement et donc et qui a été fortement enrichissante aussi bien pour l'équipe de l'établissement, donc de l'association Le Parc, que l'autre établissement qui était intégré dans cette démarche. Simplement, dans le cadre de ces accompagnements, on souhaite aussi valoriser le développement de la démarche d'analyse des événements indésirables dans le secteur du handicap, plus spécifiquement. On sait qu'on n'est pas sur un même niveau d'acculturation dans le secteur du médico-social, mais encore davantage dans le secteur du handicap. Mais ça tend à se développer, à évoluer dans le bon sens, bien poussé aussi par la démarche d'évaluation proposée par la HAS, qui met au cœur aussi de cette démarche la déclaration des événements indésirables avec 3 critères impératifs en lien avec cette démarche, plus spécifiquement. Donc, il s'agit vraiment ici d'un levier qui permet d'analyser les pratiques, et d'être dans l'apprentissage par erreur. Et aujourd'hui, les établissements médico-sociaux ont bien saisi cette opportunité et le saisissent de plus en plus. Mais je vais m'arrêter maintenant. Je pense que le mieux, c'est que vous puissiez découvrir ce retour d'expérience et la belle dynamique qui s'est développée, et qui existe dans cet établissement aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à Gilles Denis, donc, qui est directeur de l'association du FAM Résidence Robinson, qui appartient à l'association Le Parc, et puis également à Madame Bourdin, qui est infirmière dans cet établissement et qui a vivement aussi participé à cette analyse. Je vous passe la main. Bonjour, effectivement. Oui, très bien. Bon, merci Thomas. Bonjour, effectivement, j'ai la chance d'être accompagné par Nelly Bourdin, qui est infirmière à la résidence Robinson et qui a vécu de près la chronologie un peu des faits et ce qui s'est passé pour un des habitants qui est de Robinson. Je me présente, du coup, Gilles Denis, moi je suis directeur de la résidence Robinson, du CAMS Farandole à Fougères, à Vitré, et de la Maison Bleue, qui est un établissement projet expérimental au sein de l'association Le Parc. Et ce n'est pas moi qui dirige l'association, mais c'est Perrine Obensawin, la directrice générale. Je passe la parole à Nelly et on se partagera la parole pendant l'intervention. Voilà. Donc, moi, je suis Nelly Bourdin, infirmière au foyer Robinson depuis 2 ans. J'ai beaucoup travaillé en psychiatrie dans le sanitaire et dans le milieu associatif à l'association Esport 35 auprès de psychotiques. Et peut-être pour préciser, Thomas disait aussi sur la culturation, effectivement, nous on a vécu. Vous avez la culture, je l'ai aussi, j'ai le terrible défaut d'être infirmier aussi de profession initiale. Voilà. Nelly, c'est à vous. Voilà. Donc, je vais reprendre les faits. Donc, elle date, c'était en octobre 2023. Notre habitant part régulièrement dans une autre structure d'accueil temporaire
souvent à la semaine. Et sur la fin du séjour, le week-end, puisqu'il revient, c'est d'un lundi à un lundi, notre habitant a pu se plaindre d'une douleur au dos qu'il a communiqué aux professionnels de l'établissement. Donc, ils lui ont donné du Doliprane. Ça n'a pas pris plus d'ampleur que ça, ni les plaintes, ni la thérapeutique. Quand ma collègue est retournée le récupérer, puisque c'est une fraude Robinson qui va chercher l'habitant dans cette structure, l'infirmière a bien fait du lien avec ma collègue pour signaler que notre habitant avait eu des plaintes au niveau du dos. Et il pouvait aussi nous indiquer qu'il avait aussi mal au pli de l'aine et qu'il avait mal pendant les transferts, parce que c'est un habitant qui est en fauteuil roulant, mais qui fait ses transferts tout seul. Donc, ça a été, ma collègue a retransmis à l'infirmière. Donc, on a un protocole douleur quand il y a des douleurs locales. Notre médecin nous a fait un protocole où on peut appliquer une crème anti-inflammatoire. Donc, on lui en a appliqué dans le bas du dos c'est là qu'il pouvait indiquer. Et on lui a aussi proposé ponctuellement des Doliprane parce qu'on a aussi un protocole douleur. Le mardi, il est pris en charge par le kiné tous les mardis. Donc, ça a été aussi échangé avec le kiné. La thérapeutique de la veille avait été aussi appliquée. Et le kiné, lui, avait misé plus sur le fait que Emmanuel comme il a une maladie neurodégénérative, par manque de mobilisation, voilà, il mettait ça plutôt sur ce type-là de douleur. Il fallait continuer de le mobiliser et continuer de le soulager avec des massages avec l'anti-inflammatoire. Le mercredi et jeudi, Emmanuel pouvait toujours se plaindre ponctuellement, surtout lors des transferts, et on a pu constater quelques fuites urinaires. On a aussi mis ça au début sur le fait que Emmanuel, comme il avait mal pendant les transferts, mettait plus de temps à faire ses transferts pour aller aux toilettes ou n'anticipait pas assez vite ses déplacements aux toilettes. Le vendredi, les douleurs étaient toujours intermittentes, en sachant qu'Emmanuel, il dit qu'il a mal, mais au niveau du faciès, au niveau du comportement, il continue quand même ses habitudes. Il ne va pas réclamer plus que ça des Doliprane. Il ne va pas avoir des positions antalgiques. Enfin, il continue son quotidien tout en nous disant qu'il a un peu mal. Il a toujours des fuites urinaires. Moi, j'ai pu le constater. Je suis passée dans sa chambre pour lui faire un soin. Et il était sur les toilettes en train de pleurer parce qu'il s'était fait pipi dessus. Donc, j'ai dédramatisé et puis je lui ai dit que voilà, il avait sans doute pas pris assez de temps pour anticiper le fait de se déshabiller, de changer de position. Donc, c'en est resté là pour ce soir-là. Et le lendemain matin, le samedi, on est beaucoup moins nombreux à la résidence, donc j'ai pu participer aux aides à la douche. Donc, j'ai participé à la douche de cet habitant-là, en sachant que Emmanuel, la douche, il est autonome, il est semi-autonome. Il peut se mettre en position debout et, par exemple, se tenir d'une main et faire ses soins, se laver au niveau des parties intimes tout seul. Donc, je l'ai accompagné comme d'habitude à sa douche. Et tous les jours, Emmanuel a des soins cutanés parce qu'il a beaucoup de transpiration, donc il s'abîme beaucoup au niveau des fesses, au niveau des plis et des orteils. Donc du coup, après la douche, il s'est allongé sur son lit. Et là, je lui ai demandé, avant de faire ses soins et de le rhabiller, s'il pouvait regarder plus précisément, parce que comme il se plaignait des plis de laine, d'habitude, il n'a pas de mycose ou de coupure à cet endroit-là. Mais je me suis dit, tant que j'y suis là, je vais regarder vraiment s'il n'y a pas une coupure qui aurait pu se mettre et s'il n'avait pas des plaies cutanées en plus. Et donc, j'ai demandé l'autorisation à Emmanuel si je pouvais regarder ses parties intimes, et qu'il m'a donné son accord. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu constater
qu'il avait une testicule très œdématiée, inflammatoire, dure, douloureuse. Je savais déjà qu'il fallait passer par les urgences, mais bon, j'ai quand même appelé le médecin traitant. Je lui ai laissé un message, puisque c'était un samedi matin. Il m'a répondu très vite et il m'a dit que oui, il fallait partir aux urgences. Donc, j'ai pris en charge notre habitant et nous sommes partis pour les urgences de Fougères, où il a été examiné assez rapidement par un médecin. Les constantes étaient correctes. Le bilan sanguin, on avait une CRP un peu augmentée. Et donc, le diagnostic de suspicion de torsion testiculaire a vite été mis. Pour sauver la fonction testiculaire, le délai était dépassé, hein, c'est 6 heures. Donc là, on en était très loin. Le médecin urgentiste a préconisé une échographie pour vraiment confirmer le diagnostic. Sauf que le médecin échographe n'était pas de garde sur Fougères ce samedi-là, il était à Vitré. Et donc a proposé que je revienne le lendemain pour faire cette échographie. Et moi, j'ai eu une contre-proposition. Je lui ai dit, ben, je suis en capacité d'emmener Emmanuel à Vitré. Donc, si c'est possible, je vais emmener Emmanuel à Vitré faire cette échographie. Ce qui a été accepté par l'hôpital de Fougères, bien sûr. Donc, nous sommes allés passer cette échographie. Et donc, ça a aussi confirmé le diagnostic. Donc, il y avait un geste chirurgical qui était envisageable, puisqu'il fallait qu'on évite la nécrose et toute complication. Donc, je suis revenue avec mon habitant aux urgences de Fougères, où il y a eu une concertation entre l'équipe urgentiste, l'urologue de Fougères et l'urologue de Pontchaillou. Et il a été décidé d'un transfert immédiat, donc en soirée, on était déjà rendu sur la soirée, sur Pontchaillou, où mon habitant a donc eu une intervention dans la nuit de son ablation testicule, avec plus ou moins une mise en place d'une prothèse qui ne s'est pas fait finalement parce qu'il y avait trop d'inflammation. Donc, il a été opéré sur les 1 heure ou 2 heures du matin, avec un retour en chambre à 3 heures. En amont, il avait pu donner mon habitant a des problèmes d'audition, mais est appareillé, donc il peut entendre et il peut comprendre, et il peut aussi verbaliser. Donc le médecin a expliqué avec ses mots, moi j'ai réexpliqué avec des mots pour que mon habitant comprenne bien. Et mon habitant a donné l'autorisation de se faire opérer, parce qu'il est quand même sous tutelle et de l'ATI, Oui, d'une association. d'une association qui n'était pas joignable sur les week-ends. Mais mon habitant a donné son accord et on a aussi pu contacter sa sœur qui a aussi validé le fait qu'on fasse le nécessaire pour son frère. Donc il a été opéré et il est revenu le mardi à la résidence avec une réflexion de pansement au début simple sur une plaie propre. Il s'est avéré que la plaie, les 2 sutures n'ont pas tenu parce qu'en fait, il a eu une intervention sur la torsion testiculaire à gauche et à droite, il a eu en prévention, on lui a rattaché sa testicule pour pas qu'elle fasse de même, même si c'est pas à 100%, faut toujours faire attention. Du coup, les sutures ont lâché. Il a été revu aux urgences internes de Pontchaillou, où ils ont posé des strips. Et finalement, pendant des mois et des mois, notre habitant a dû avoir des soins cutanés, des pansements journaliers avec du méchage. Ça a mis quasiment 1 an à cicatriser. Ça restait propre, mais comme les sutures avaient lâché, ben voilà, on a méché pendant des mois. Et là, nous venons de refaire un contrôle avec l'urologue vendredi dernier et tout va bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est un EIGS qu'on a souhaité vous présenter? Déjà parce qu'il était totalement inattendu. Alors, ce que nous ont dit les médecins qui ont participé à l'analyse, hein. Il y avait et le médecin de l'accueil temporaire et le médecin de Robinson, qui est coordonnateur, qui ont participé à l'analyse et nous ont indiqué que c'était un tableau totalement atypique de torsion testiculaire, parce que c'était un âge bien trop élevé pour y penser à première vue. Donc, Emmanuel a 40 ans, c'est une douleur atypique pour une torsion.
il montrait pas comme ça de signes de gravité. Il faut faire plus. Voilà, il n'y avait pas de signe de sévérité en tout cas. Parce que c'est quelque chose de grave, il a perdu un testicule, il y a eu un risque de nécrose, puis un risque infectieux derrière. Voilà, c'est pas rien pour l'image de soi. Et parce que c'est associé aux soins liés à un retard diagnostique. Et on a eu quelques signaux faibles d'alerte, mais qui ne nous ont pas amenés à investiguer. Alors, comment est-ce qu'on a... alors, si jamais il y a besoin de compléter, hein, Thomas Martin et Gaël Jernigon qui nous ont aidés sont les bienvenus aussi, hein, pour participer. Alors, la méthodologie de recherche, on a fait un CREX, du coup, avec les équipes d'accueil temporaire et de la résidence Robinson, très élargie, hein, et médical, paramédical, et d'accompagnement, et l'encadrement et la direction. Et c'est en ça, moi, que j'avais sollicité le CAPS pour venir encadrer une démarche multi-établissement. Ça me semblait... Puis on ne savait pas où ça s'arrêtait. Est-ce que c'était Robinson, l'établissement? Est-ce que ça allait jusqu'au CH? Du coup, on a circonscrit à accueil temporaire, enfin, l'apparition, en fait. Voilà, on utilise la méthode alarme et puis on a eu l'appui du coup de Thomas Martin et Gaël Jernigon, qui était très précieux. Les causes immédiates identifiées, c'est la torsion testiculaire non détectée et pas prise en charge dans le délai recommandé pour sauver les fonctions, comme le disait Nelly, dans les 6 heures normalement, et du fait d'un tableau clinique atypique dont je vous évoquais tout à l'heure, avec pas de douleur subite, quelque chose qui s'est installé de manière un peu sur des douleurs aussi chroniques liées à sa pathologie, C'est ça. pas de symptômes généraux, pas d'irradiation du testicule, et Et puis l'âge. puis 40 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'analyse? Au niveau des facteurs contributifs liés au patient, on l'a dit, un tableau atypique, un contexte de douleur musculaire chronique lié à sa pathologie neurodégénérative, une sensibilité atténuée à la douleur, de ce que nous ont dit les médecins, liée à sa pathologie, une personne qui est habituellement quasi autonome pour sa toilette, et notamment pour les parties intimes qui ne sont jamais réalisées ou quasiment, très rarement en tout cas par les professionnels. Et donc, il y avait pas, cette douleur n'a pas inquiété en tout cas, et n'a pas invité les professionnels à venir superviser. Des facteurs liés aux tâches à accomplir. On avait à l'époque un protocole de prise en charge de la douleur assez imprécis et qui avait été diffusé uniquement à l'attention des infirmières. Des facteurs liés à l'équipe, on a identifié pendant l'analyse que on avait une problématique de communication entre les professionnels, entre la transmission et les alertes. En enquêtant, du coup, en analysant plus les causes profondes, du coup, on a trouvé dans les transmissions, dans le journal de bord, on a un outil qui a et un journal de bord et des transmissions ciblées. Et on a vu dans le journal de bord, qui est plutôt normalement la vie des maisons et de ce qui se passe, plutôt de l'accompagnement, la trace de fuite urinaire constatée depuis 3 jours, mais qui n'avait pas amené à une alerte des infirmières qui consultent principalement la transmission ciblée. L'alerte d'un testicule rouge aussi constatée J-3 avant le transfert aux urgences par un professionnel en contrat de professionnalisation. C'est-à-dire, juste avant qu'il parte en accueil temporaire, on avait un aide-soignant apprenti qui avait vu une rougeur, mais qui n'avait pas forcément, qui avait indiqué à l'équipe d'accompagnement, mais qui n'avait pas transmis aux IDE. Et puis des pratiques hétérogènes dans la réalisation des transmissions écrites entre journal de bord et module de transmission ciblée. On n'a pas identifié de facteurs liés à l'environnement ni liés à l'organisation et au management. Alors, les barrières qui ont fonctionné ou pas fonctionné, je repasse la parole à Nelly et on va essayer d'être concis parce qu'on voit le temps qui passe et on va laisser du temps pour vos questions. Donc, ce qui a fonctionné, c'est mon examen de ses testicules lors des soins cutanés de ses autres parties du corps. Je lui ai demandé l'autorisation, donc il m'a dit oui, donc j'ai pu le constater aussitôt. J'ai contacté aussitôt le médecin et il m'a répondu aussitôt, même si de toute façon je savais que c'était les urgences, donc j'aurais été, comme c'était un samedi, j'aurais pas forcément attendu. Une prise en charge rapide aux urgences. Et puis le fait que je me propose d'aller à Vitré moi-même, emmener mon habitant passer son échographie pour un gain de temps, parce que j'étais censée revenir que le dimanche sur rendez-vous pour avoir cette échographie, donc ça aurait reporté encore plus l'intervention. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'évaluation de la douleur avec l'échelle verbale simple qui n'a pas... Enfin, elle était tellement atypique et notre habitant a tellement des maladies neurodégénératives que voilà, ça a été compliqué d'évaluer
la douleur et la gravité, en lien avec la gravité. Une autre personne, un autre homme aurait sûrement eu une échelle de douleur plus importante que mon habitant. Complètement. Et du coup, c'est ça qui nous a amené à la fin de l'analyse à indiquer une situation probablement inévitable du fait du tableau totalement atypique qui n'a pas permis d'être en alerte par rapport à la situation. Les mesures qui ont été mises en place, des actions d'amélioration. Donc, on a uniformisé les pratiques de transmission, le choix de l'outil unique des transmissions ciblées avec la formation des professionnels. Une évaluation de la douleur. On a formé les professionnels aux outils de l'évaluation, hétéro et auto, et on a mis en place des modalités adaptées. On a finalisé un protocole de prise en charge de la douleur. Les fiches de liaison inter-établissants ont été mis à retravailler. Donc maintenant, on est plus dans l'échange écrit avec Quand notre habitant part dans la structure, on fait des transmissions écrites. Quand il revient, on a des transmissions écrites. On était beaucoup sur l'oralité avant, Oui. sur un passage d'information à l'oral et ce qui permet, ce qui amène une perte d'information. Voilà. Et le livret d'accueil aussi des nouveaux salariés et stagiaires qui est en cours de finalisation. Où on s'est dit que c'était important qu'il puisse y avoir des modalités de quand est-ce que je passe l'alerte ou autre. La dernière diapo, moi j'ai centré plutôt sur la méthodologie, du coup, les points forts qu'on a, et même dans le process, c'est on a pu faire une annonce de dommages liés aux soins très rapidement à Emmanuel. On lui a proposé aussi de participer et de témoigner pour le CREX dans l'analyse parce que ça nous semblait hyper important. On travaille énormément l'autodétermination à la résidence Robinson et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'habitants, pas de résidents. Ce sont les habitants qui accueillent les professionnels qui participent à leur entretien d'embauche et non pas des professionnels qui accueillent les résidents. En tout cas, Emmanuel, il a fait le choix, le jour où de la restitution, il avait le choix, il s'est retrouvé confronté à un choix entre participer au CREX ou retourner à l'accueil temporaire. Voilà. Et il a préféré retourner à l'accueil temporaire. Il avait bien raison. Et on comprend. C'était la réalisation du CREX avec la représentativité de tous les acteurs du soin, de l'accompagnement, les deux médecins aussi, et de tout l'encadrement des deux établissements. C'est le point fort, je trouve, et ça c'est en lien avec tous nos traitements des événements, déclaration et traitement des événements indésirables, mais il y a une forte culture de la déclaration et une forte volonté d'améliorer la qualité au sein de l'établissement. Et puis on a la chance aussi d'avoir un logiciel qui regroupe tous les champs de la démarche qualité. On s'en est rendu compte, on venait de l'avoir, mais de pouvoir déclarer, les traiter, d'avoir la gestion documentaire des procédures, des protocoles, des conduites à tenir, de pouvoir réaliser des audits, tout sur le même outil, c'est quand même une vraie chance. Les points forts externes, c'est l'appui de Thomas Martin et Gabriel Nigon au travers du CAS Bretagne, du coup, pour le traitement de l'IGS. C'était vraiment très précieux, ça permettait de ne pas avoir le nez dans le guidon pour quelque chose qui était un peu complexe pour nous. C'était aussi d'avoir la mobilisation du médecin et du cadre de l'autre établissement, d'accueil temporaire. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant d'avoir la réponse, le suivi de l'ARS. On a tout déclaré sur la plateforme nationale, mais on a vu qu'il y avait une fluidité entre la plateforme et l'ARS Bretagne. On a une réponse et puis un suivi suite à l'EIGS. Voilà, les points limitants, c'est que c'est quand même assez long comme démarche. Parce que rien que pour la disponibilité des acteurs, mais néanmoins, on a trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est permis d'identifier, d'aller beaucoup plus au-delà de ce qu'on voit immédiatement. Voilà. Et pour limitant externe, j'en ai pas vu. Après, il y en a probablement, mais voilà. Et ben, on est tout à vos questions. J'ai pas regardé le chat, mais je crois qu'il y a une animation qui est prévue. C'est bon? Je ne vois pas beaucoup de questions. Gilles? Merci. Oui, on vous Gilles, entend bien. ouais. Moi, j'ai reçu une question en direct, en fait. Quand vous parlez de modalités adaptées de l'évaluation de la douleur, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans les actions à réaliser? C'est auto-évaluation, hétéro-évaluation, l'échelle des visages, de pouvoir avoir à part des pictos Oui. ou autres, Ok. vraiment de venir chercher à adapter parce qu'on va vraiment à Robinson, on a
100% des habitants sont en situation de handicap rare, c'est-à-dire qu'ils sont associés et des troubles sensoriels. La plupart sont sourds. Ouais. Du coup, pas de possibilité d'échange par la parole. On communique en langue des signes, mais néanmoins avec des déficiences intellectuelles aussi qui sont majeures ou des troubles psychiques majeurs qui sont associés. Voilà. Donc c'est important, chaque habitant va vraiment avoir une compréhension qui va être propre à Propre à lui. lui-même. Ouais. Une communication différente. On a 30 moyens de communication différentes, certains avec picto, d'autres on va pouvoir parler, d'autres c'est en langue des signes, d'autres ça va être avec des supports. On utilise beaucoup BD Santé BD Santé. pour les accompagner ou autres. Et puis dans les échelles, on essaie d'avoir une diversité. Certains peuvent utiliser la réglette, d'autres vont pouvoir désigner un smiley. Et on a pris aussi Algo Plus pour les professionnels pour bien identifier les manifestations corporelles sur le facial, sur la position du corps. Ouais. Et avant le IGS, c'est vrai qu'on y allait un petit peu sans avoir harmonisé quelque chose, et puis on y allait, chacun faisait un peu comme il souhaitait. Là, on a vraiment identifié des échelles pour les habitants. Et ça marche bien. Jusqu'au prochain œil. Non. Non. Oui, ça marche bien. Du coup, il y avait une autre question là, sur la fiche de liaison. En fait, vous avez travaillé ça avec les établissements sanitaires? La fiche de liaison. Oui, après, il y a des. Alors, je ne sais plus, on s'est appuyé sur des recommandations là, de fiches de liaison, et puis on avait déjà une qui existait, mais qu'on ne faisait pas beaucoup vivre. Donc, on l'a fait évoluer, notamment avec les propositions qui sont issues et qui ont émané de l'EGS, qu'est-ce qui nous semblait important de pouvoir transmettre, les derniers éléments de transmission, les dernières constantes, les modalités. Ouais, c'est ça, les modalités de communication, des outils aussi. On faisait plein de choses, mais ce n'était pas formalisé en fait par écrit, et on trouvait vraiment bien d'avoir une passation de relais pour les personnes qui partent en accueil temporaire, mais ça peut être aussi pour les urgences. Parce que autant aux urgences, on essaie de mettre à disposition un professionnel sur les premières heures de l'hospitalisation, autant pour l'accueil temporaire, c'est quelque chose où il y a un passage de relais, mais néanmoins, c'est un professionnel de l'établissement qui accompagne quasiment toujours. Ça peut des fois par des taxis, mais c'est rare. Ouais, mais c'est rare quand même. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Thomas ou Gaël ou d'autres personnes. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir dans le chat sur cette intervention-là. Il y avait encore une autre question de mon côté, mais voilà, je voulais aussi, je ne sais pas si Thomas ou Gaël vouliez insister sur un point, ou si vous-même voulez insister sur un point, ou si dans l'auditoire, il y en a qui veulent. On est 161, là, donc, oui. Voilà. On a un petit pic à 161. Là. La décrue ne doit pas commencer, en fait. C'est vrai qu'on en est les vilaines. Ouais. Peut-être juste un petit mot par rapport à cette situation spécifiquement. C'est vrai qu'on est sur un retard de diagnostic. Juste pour redire, quand même, il s'agit d'un établissement, un lieu de vie finalement, et c'est vrai que ce sont des personnes pour qui les professionnels ont à cœur de maintenir aussi un certain niveau d'autonomie, en tout cas les accompagner dans ce maintien d'autonomie. Ça peut être, quand on n'est pas dans ce secteur, on n'est pas acculturé à ce secteur d'activité, c'est vrai que ça peut être surprenant d'avoir ce type d'événements, en tout cas de retard de diagnostic. Et finalement, ce qui est important, c'est que dans les réflexions qu'il peut y avoir dans l'analyse de l'événement indésirable, c'est trouver justement le bon curseur, comment faire pour éviter que ça se reproduise, mais en même temps, comment faire pour maintenir aussi ce niveau d'autonomie, en tout cas d'avoir cette démarche de développer l'autonomie des personnes ou de le maintenir, et puis également sur l'autodétermination, toujours avoir cette réflexion dans les espaces d'analyse. Donc c'est un curseur qui est important d'avoir c'est la limite, systématiquement. c'est ça, la limite entre liberté, pouvoir d'agir et sécurité. Et effectivement, dans la démarche de renforcement de l'autodétermination des habitants, on prend des risques. On prend des risques. Là, ça peut être pour. Effectivement, l'idée, c'est qu'ils soient les rendre les plus autonomes possibles, les plus autodéterminés possibles. Et ça peut être aussi dans la circulation d'espace public. C'est très, très large, quoi. Donc, effectivement, on essaie de venir encadrer au maximum, mais ça ne se fait pas sans prise de risque, parce que, comme nous tous, on prend tous les risques au quotidien. Mais c'est comment on vise à les limiter par le système, quoi. Mais on est obligé d'en prendre dans cette démarche d'autodétermination.
Moi, je veux bien ajouter un petit commentaire aussi, c'est qu'en fait, on voit dans cet événement que ce qui a dysfonctionné, même si l'événement est considéré comme probablement inévitable du fait du tableau clinique, etc., il y a quand même eu des éléments dans la communication, Oui, les transmissions qui ont dysfonctionné. Et oui, en fait, c'est vraiment un élément commun qu'on retrouve dans 50% des analyses d'événements, c'est qu'il y a un problème de l'ordre de la communication et des transmissions. Donc voilà, c'est un cas typique finalement de IG qui illustre ce type de dysfonctionnement-là. Et je voulais mettre en lumière aussi le fait que dans l'analyse des barrières, cette analyse-là, elle permet aussi de valoriser tout ce qui est bien fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Madame Bourdin a constaté en fait ce testicule rouge, tout ce qui s'est passé derrière, vous l'avez fait, vous l'avez bien fait, et ça permet de valoriser tout ce très très beau travail qui a été fait derrière. Donc voilà, bravo encore pour tout. Merci. Et alors, ça par serait contre, bien moi, passé. j'ai une question. Effectivement, dans l'idée au départ, dans l'intention, il y avait effectivement la participation de la personne accompagnée dans Oui. l'espace d'analyse, ce qui est relativement rare quand même, et ce qui est à soutenir. Est-ce que vous avez pu le mettre en œuvre sur d'autres événements? Alors peut-être pas UIGS, mais en tout cas d'autres événements Ça d'une arrive, autre manière. ça arrive effectivement que les habitants soient invités à participer ou à donner leur point de vue sur des événements indésirables qui surviennent ou sur des problématiques, même si elles ne sont pas traitées en EI. Mm. Après, c'est vrai qu'il y a une culture qui s'est énormément développée à la résidence Robinson. Je dirais qu'on a quasiment un CREX par semaine, parce qu'il y a une forte culture de la déclaration qui s'est Ouais. développée, et avec des phénomènes aussi d'agressivité et de violence liés à l'institution, à la vie institutionnelle et aux personnes qui y vivent. Mais on a une méthodologie, effectivement, on vient analyser les causes environnementales ou autres, qui est animée la chef de service, qui est la cadre. Je préfère dire cadre, parce que dans le milieu sanitaire, chef de service, on voit aux médecins. Là, c'est une éducatrice spécialisée de métier. Et oui, les habitants viennent et c'est très, très intéressant parce qu'ils peuvent aussi renverser la table, entre guillemets. Ils viennent vraiment amener, eux, leur point de vue et eux, ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils demandent. Et c'est très intéressant d'avoir l'habitant qui vient dire au médecin, non, je suis pas d'accord avec ce que vous voulez que me prescrire ou autre, je ne le ferai pas. Ou je veux faire plutôt comme ça. Voilà. C'est précieux. C'est pas à chaque fois, hein, mais quand on trouve que c'est un intérêt. Puis c'est un intérêt aussi Oui. pour la personne qui vient participer, parce qu'elle investit aussi ça, puis il y a ça donne des clés de compréhension. Donc ça vient valoriser aussi cette personne. Ça leur intéresse. Oui, oui, complètement. Merci. Une question dans le chat. Avez-vous une fiche de transmission spécifique pour les appels au 15? À l'affichage, on a des trucs qu'on appelle le Non. 15, mais Est-ce il y avait ça près des téléphones, là, je ne saurais pas dire. Euh, non. Dans les protocoles, c'est marqué. Oui, on a toutes enfin, quand on appelle et tout, mais Ouais. oui, sur où on est, qui on est, Oui, on appelle pour qui, pourquoi, les c'est contextes, protocolisé. les constantes à prendre et tout Mm. avant. On a des procédures, des protocoles. Je crois Ouais, qu'on a un Géval, petit on a affichage près des téléphones. un protocole. Et donc c'est un sujet sur lequel on va revenir dans l'événement suivant, mais c'est un D'accord. sujet important pour les établissements médico-sociaux notamment. Ouais. Et juste peut-être Et la on essaie dernière de question. former, pardon, et on essaie de Non, former non, Allez-y, à Gilles. la FGSU ou au premier secours en fonction des professions. Oui, parce que L'ensemble pas des toujours professionnels de Robinson, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'il n'y a pas toujours d'infirmières. Mm. Les infirmières sont toujours, on garantit une présence d'une infirmière tous les matins, mais pas forcément le soir et tous les week-ends. Enfin, Entre 8h et 17h, il y a toujours. toujours. Mais après 17h, potentiellement, il n'y en a pas. Et je pense que le sens de la question, et on y reviendra avec, parce que Françoise Sellier, vous verrez, une médecin qui intervient au SAMU, c'est vraiment de se dire, et on essaiera de faire un webinaire dessus d'ailleurs, ça fait un mois qu'on se dit ça, sur le 15, c'est une ressource pour les personnes notamment qui travaillent dans les établissements médico-sociaux, d'accès à des soignants ou à des médecins, quoi. Et c'est pas Ouais, bah, seulement, ça nous a... oui, c'est pas complètement. seulement Ça nous... déclenchement d'inscrire, quoi. Voilà. Ouais, complètement, complètement. Et ça nous arrive assez régulièrement d'avoir un appui du 15 Mm. pour des décisions médicales. Mais ça peut nous arriver. Mm. Ok.
Alors, juste la dernière question et après on passera au prochain rétexte pour suivre le temps. La question de la continuité de service de l'infirmière pendant l'accompagnement donc de vous, pendant de l'accompagnement pardon, de l'habitant à Vitré, pardon. Et puis sur toute la matinée. Enfin, Oui, je suis partie aux urgences et je l'ai quitté que quand il est quasiment remonté dans une ambulance pour aller à Rennes. Donc ça m'a pris de 11h le matin jusqu'à 20h, 20h30. Donc ça fait une très grosse journée pour Nelly. Alors elle a prévenu l'astreinte. Ouais. L'astreinte était prévenue. Derrière nous, on a beaucoup travaillé tout le circuit du médicament et on a tout travaillé les rôles de chacun en l'absence d'une infirmière. Et on a la chance d'avoir un circuit du médicament vraiment très sécurisé aujourd'hui, avec des escargots, avec les modalités de comment on écrase, enfin tout. Donc, Avant de partir aux urgences, j'ai sécurisé quand même le reste de mes autres habitants et dont la distribution des médicaments du midi et potentiellement du soir. Je ne savais pas que j'allais être aussi longue aux urgences. Et le fait de me déplacer à Vitré, c'était de ma proposition parce que je savais que ça allait gagner du temps sur le diagnostic et sur la prise en charge et que je m'en sentais capable de le faire. Si je m'en sentais pas capable, je l'aurais pas fait. Mais c'est vrai que c'est Nelly qui a assuré le transport entre Fougères et Vitré. C'est pas une ambulance. J'ai repris une autre voiture du foyer et j'y suis allée et je suis revenue. Ça a permis de gagner 24 heures sur la confirmation du diagnostic. Ouais. Et une amende. Trop vite. C'est important, ça rejoint sur ce que disait Gaël, tout ce que vous avez bien fait est particulièrement bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour votre engagement. Merci. Et d'avoir accepté de partager cette expérience avec tout le monde. C'est très riche. Et c'est un travail supplémentaire à la déclaration des EIGS de préparer le rétexte. Donc, vraiment, merci. Oui, alors, on ne s'y attendait pas quand on fait la déclaration de EIGS, de venir jusqu'à une visio. Non. Je tiens à dire que vous avez vu sur 287, c'est ça? Il y en a 3 en fait qui sont tirés au sort. En fait. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer au deuxième retour d'expérience. Si vous êtes prêts, Olivier, Françoise et Anne. Donc, nous partons à Ploua, en fait, donc à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes de Ploua. Donc, ça concerne donc la régulation par le 15 d'un résident en situation de soins palliatifs, nouvellement entré en EHPAD. Et j'ai le plaisir de donner la parole donc à 3 personnes. Donc Olivier Prigent, le directeur de l'établissement, Anne Maillot, qui est la référente ingénieure responsable qualité de gestion des risques au moment de l'événement de l'EHPAD, et puis donc Françoise Cellier, qui avait participé également à l'événement et qui est médecin SAMU et très engagée dans le réseau Bretagne Urgence, notamment sur le sujet dont on a parlé lors du retour d'expérience précédent. Pour vous dire, un peu comme Thomas sur le retour d'expérience précédent, pourquoi on a choisi effectivement de vous proposer de faire un retour d'expérience. D'une part, parce qu'effectivement, là aussi, il y a vraiment une démarche collective de pluriprofessionnelle, d'analyse de cet événement. Et ce qui nous a paru, alors c'est la première chose, bien sûr, et la deuxième chose, c'est ce dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'événements où on voit que les relations entre les professionnels qui sont souvent de garde la nuit ou bien le week-end dans des établissements, notamment des établissements médico-sociaux et notamment des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et le cas, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, Françoise, on t'a sollicité aussi pour intervenir au fil de l'eau dans ce retour d'expérience pour bien expliciter ce qu'on veut mettre en avant. Est-ce que c'est bon pour vous tous les 3? Oui. Bon. C'est parti pour un quart d'heure? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Olivier Prigent, je suis directeur de l'EHPAD de Saint-Joseph de Ploua, EHPAD de 67 lits et avec une résidence autonomie de 11 résidents. Voilà. Et donc, Anne Maillou, donc, je suis responsable qualité, gestion des risques au sein de l'association Altigo et je venais en appui à l'EHPAD de Ploua
au moment de l'événement, puis au moment du retour d'expérience. Donc, on va commencer par la chronologie des faits. Donc, on a eu effectivement l'admission d'un résident le 3 janvier 2024 suite à une hospitalisation qui avait débuté le 15 décembre 2023. Le résident a été suivi alors par l'équipe mobile de soins palliatifs du centre hospitalier. Il s'agissait en fait d'une demande d'admission en urgence dans le cadre d'une sortie d'hospitalisation. Le résident avait été accepté et admis du coup au sein de la structure le 3 janvier en accueil temporaire, avec un état général qui était précaire, mais le résident avait quand même toutes ses capacités cognitives, était en capacité effectivement de s'exprimer. Le lendemain, dès le 4 janvier, le résident indique à l'équipe sa volonté d'être hospitalisé car il ressent des difficultés respiratoires. Donc, les infirmières sont vigilantes. Voilà, elles constatent que les saturations sont normales, l'absence de signes cliniques de détresse respiratoire. Et dès le 5 janvier également, il y a les transmissions de l'aide-soignante qui précisent que le résident est fatigué, et il ne descend pas dîner. L'infirmière est également donc informée. Donc, dans la nuit du 5 janvier au 6 janvier, pas mal de choses qui se sont passées du coup. À 2h30, lors de la ronde de nuit, l'aide-soignante entend le résident crier. Elle constate que le résident présente de fortes marbrures sur les jambes et les bras et elle prend les constantes. On a un résident qui est dyspnéique, mis sous O2 à 5 litres. Puis voilà, tous les infos, vous les voyez. L'aide-soignante contacte donc le 15. Le médecin régulateur hospitalier consulte le dossier médical informatisé détenu par l'établissement et demande donc à l'aide-soignante de contacter la famille au regard des antécédents et du projet de soins palliatifs en cours afin de connaître les souhaits du résident sur le maintien en EHPAD ou alors une hospitalisation. L'aide-soignante, de manière assez logique, ne parvient pas à joindre la famille et rappelle le 15 vers 2h48. Le médecin régulateur donc, missionne le médecin effecteur libéral pour venir sur place évaluer la situation. Le médecin effecteur, donc, après évaluation des résidents à l'EHPAD, demande le maintien de l'oxygène et renforcement avec du Lasix administré à l'arrivée de l'IDE du matin en l'absence d'IDE de nuit. Effectivement, on a une aide-soignante et une ASH la nuit, avec un délai qui était du coup connu par le médecin. Il y a un bilan qui est effectué vers 3h21 entre les deux médecins. Un transport vers un établissement hospitalier n'aurait pas d'intérêt et constituerait un inconfort inutile pour le résident. Il y a une proposition de renouveler le transport par le médecin régulateur et de rappel si besoin. Le résident est anxieux et inconfortable tout le reste de la nuit. Gilles, juste parce que c'est vrai qu'on est parti vite, là, on a oublié de présenter Françoise Cellier. Et du coup, elle voulait commenter un élément au moins là, de la chrono. C'est possible? Gilles? Olivier? Oui. Oui. Est-ce que Françoise peut intervenir juste pour préciser bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, j'avais laissé un petit blanc juste après nos présentations respectives pour se présenter. Et puis, il n'y a pas de problème. Ok. Françoise, tu voulais compléter? Françoise? Non, écoutez, non, son micro est coupé. On avait vu lever la main, donc du coup, on pensait qu'elle voulait intervenir. Désolé, Olivier et Anne, de vous avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc là, on est du coup sur le 6 janvier à 7h avec la prise de poste de l'IDE qui constate que l'état général du résident se dégrade. Marbrure qui augmente, tirage respiratoire, inconfort, somnolence, état de conscience altéré. On a un masque également avec O2 retiré par le résident et qui est remis par l'IDE. Dès 7h30, l'IDE appelle le SAMU qui envoie une ambulance et à 8h30, départ du résident pour le CH de Paimpol et avec donc bien entendu la famille qui est prévenue. Mais dès le 7 janvier, décès du résident au cours de son hospitalisation. Alors, pourquoi on a qualifié cet événement d'événement grave associé aux soins quand on a fait la déclaration? Parce que d'abord, c'était inattendu sur le plan de l'accompagnement de la fin de vie qui n'a pas été optimal. En fait, ce n'est pas le décès en lui-même, mais c'est plus
l'inconfort qui a été observé par les professionnels, l'inconfort du résident qui avait été observé par les professionnels et qui a été assez mal vécu par les professionnels et qui nous ont amenés à faire cette déclaration. C'est grave parce qu'effectivement, il y a eu le décès du résident. Et puis associé aux soins, parce qu'on a estimé qu'effectivement, il y avait des questions autour de la coordination, mais aussi de l'anticipation sûrement par rapport à la situation palliative. Sur la méthodologie, donc, on a fait un retour d'expérience. C'était le premier au niveau de l'établissement. C'est quelque chose sur lequel les professionnels n'avaient pas encore fait ce type de méthode. Et avec donc l'équipe de l'EHPAD, et on a eu la chance d'avoir le docteur Cellier en appui pour intervenir et nous aider aussi dans l'analyse des causes. Donc, on a utilisé la méthode alarme et on a demandé l'appui du CAPS Bretagne pour nous aider dans cette analyse qui se faisait avec plusieurs intervenants, dont le SAMU 22. Voilà. Alors, sur les causes immédiates qu'on a identifiées, c'était l'absence d'évaluation médicale à l'entrée de la structure et notamment sur tout ce qui était soins de confort. En fait, c'est arrivé à une période, c'était début janvier, on était en pleine période de vacances, le médecin coordonnateur n'était pas présent au niveau de la structure. Donc, le résident n'a pas été vu tout de suite. C'était un accueil qui a été fait en urgence. Donc, cette évaluation médicale sur cette situation de soins palliatifs a été vraiment manquante et je pense qu'elle a conditionné aussi tout le reste de l'événement. Et puis, peu d'éléments, ce qu'on appelle, on a mis fiche SAMU Pallia, mais plus globalement, en fait, sur tout ce qui est aussi directive anticipée. On avait très peu d'éléments de la part, en amont, en fait, de l'admission en EHPAD. Et ça a pu mettre en difficulté les professionnels sur cette situation. Alors, sur les facteurs contributifs, tout d'abord, les facteurs qui sont liés aux patients. L'entrée du résident à l'EHPAD l'avant-veille dans un état de santé précaire, potentiellement instable. Résident qui est en soins palliatifs, insuffisance cardiaque terminale, syndrome dépressif. Un résident qui était donc hospitalisé en amont de son entrée, qui n'avait pas démontré d'adhésion à l'accompagnement palliatif au cours de son séjour, notamment psychologue. Des facteurs qui sont liés aussi aux tâches à accomplir. On avait une absence de protocole spécifique pour la mission du résident en soins palliatifs, incluant l'évaluation médicale à l'entrée, la discussion autour des directives anticipées et la formulation de la fiche SAMU Pallia. Une anticipation de l'admission du résident selon la procédure d'admission, recueil des éléments d'admission en hébergement temporaire Palidec, validation de l'admission par le médecin coordonnateur et le directeur, famille du résident rencontré. À cette étape de préadmission, on n'avait pas en fait connaissance de l'ampleur de la fragilité clinique du patient et c'est parfois ce à quoi on est confronté sur les dossiers médicaux. On a parfois des décalages. Le résident est donc rentré à l'EHPAD en admission temporaire suite à une demande d'admission en urgence et on a essayé de satisfaire ça au plus vite. Il n'a donc pas pu être vu par le médecin, comme l'expliquait Anne, à son entrée. Et le médecin co est effectivement présent qu'à 30%. Donc si ça se goupille pas bien, il peut ne pas être vu au bon moment en fait. On a aussi une absence d'IDE de nuit. Et une absence d'un protocole formalisé sur l'utilisation de la mallette d'urgence. Alors effectivement, en fait, on ne dispose pas d'IDE de nuit. On a un binôme, comme je vous le disais tout à l'heure, d'agents et d'aides-soignants qui est présent la nuit. Ouais. Je finis juste ça. Et puis, les professionnels sont formés aux gestes d'urgence, mais il n'y a pas de rappel forcément ou de formation flash organisée en interne pour les mettre en situation de gestion des urgences. Et ça a été aussi un des facteurs qu'on verra après, où on avait une personne qui était nouvellement recrutée. Et on s'est aperçu aussi de la difficulté de la personne vis-à-vis d'une situation d'urgence. Voilà, ça nous a permis de nous rendre compte aussi sur le moment. Et le recours à la mallette d'urgence en présence d'un médecin du 15 est disponible et organisé, mais reste à protocoliser. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier. Juste, on a eu des petits problèmes là, pour essayer de donner la parole à Françoise. Est-ce que c'est bon, là, Françoise? Ben, écoutez, si vous m'entendez, c'est que c'est bon. Mais Ouais, c'est bon. j'avais un sens interdit sur mon micro, hein, donc je pense que j'ai été Non, coupée en c'est même bon, temps que mais tout le monde. je ne sais pas si tu as pu entendre, mais Olivier Prigent venait de mentionner l'appel au 15, donc sur les facteurs qui ont pu contribuer à l'événement. Donc, est-ce que tu veux attendre ou tu veux réagir tout de suite? Alors, je voulais quand même compléter un petit peu, juste déjà sur la chronologie. En fait, la décision initiale du médecin régulateur, ça avait été d'envoyer une ambulance sur l'inconfort, la sensation de détresse du patient. Et c'est après la consultation du dossier hospitalier où était mentionné le statut du patient qui était en insuffisance cardiaque terminale, en fait, qu'il avait été rediscuté sans jamais l'exclure, le transport ou peut-être privilégier une intervention sur place qui aurait pu permettre moins d'inconfort pour le patient qu'un transport vers l'hôpital. En fait. Ok, merci beaucoup. Ça complète effectivement ce qui a été présenté par Olivier et Anne. Donc, c'est important de dire que cette possibilité a été laissée effectivement aux différents temps de la prise en soin. Oui, tout à fait. Peut-être aussi, Vas-y, Anne. excusez-moi, je ne sais pas si ça avait été précisé également que le médecin dépêché sur place était un médecin qui connaissait bien le patient On également. ne l'a pas précisé encore. Oui, c'est vrai. On ne l'a pas noté effectivement dans le PowerPoint, mais Ça a joué. ça a joué effectivement. Ouais. Du coup, je poursuis sur l'alarme, Ouais, sur les très bien. facteurs liés aux professionnels. Donc là, plutôt des facteurs de stress physique et psychologique. On avait des professionnels de nuit, notamment une aide-soignante de nuit qui venait d'arriver en structure et voilà, qui n'était pas très à l'aise avec les situations d'urgence. Et elle ne s'est pas autorisée à demander au médecin infecteur le délai d'urgence pour administrer le médicament aux résidents, donc le Lasix. Et surtout, alors on ne mentionne pas là, mais elle n'avait pas forcément, on le voit sur un autre aspect, mais elle n'avait pas non plus forcément connaissance du contenu de la maladie d'urgence et du coup du fait que le médicament était disponible et aurait pu être administré par le médecin infecteur en fait. Donc on le voit après dans notre plan d'action, mais c'est un point quand même important. Sur les facteurs liés à l'équipe, communication entre l'aide-soignante de l'EHPAD et le régulateur du SAMU non préparé. Donc, la préparation du message aurait permis de transmettre le traitement en cours et les possibilités d'expression du résident. Alors là, ça fait vraiment écho à la question qui était posée tout à l'heure avec le retour d'expérience précédent. Je pense qu'on pense notamment à l'outil SAED, qui n'était pas forcément connu. Et rapidement, donc, alors j'anticipe déjà sur le plan d'action, mais rapidement, ça a été assez facile en fait de mettre en place et de rassurer les professionnels en disant il y a des outils mémotechniques assez simples et déjà si vous avez ça sous le coude, ça peut déjà vous permettre de structurer l'appel. Donc ça, cette communication, elle a été faite quasiment à l'issue du CREX auprès des équipes. Communication avec le résident, donc le médecin régulateur n'a pas cherché à échanger avec le résident sur ses volontés, mais directement à demander à l'aide-soignante de joindre la famille, alors que le résident était en capacité de s'exprimer à ce moment-là. Et information écrite, le médecin infecteur qui s'est rendu sur place auprès du résident a évalué la situation et a prescrit du Lasix. Les éléments échangés avec le patient n'ont pas été repris dans le dossier. Notamment a-t-il pu convaincre le résident que son hospitalisation n'était pas nécessaire ou toute autre chose. En fait, c'était plus large que ça, c'était de se dire quels sont nos moyens pour que le médecin infecteur, comme ça, quand il intervient, puisse tracer des éléments pour la continuité derrière, surtout en absence d'infirmière. Je pense que voilà, ça manquait ça. Pour le relais, du coup, le jour par l'équipe infirmière de jour. Et les facteurs liés à un environnement, donc l'absence d'infirmiers de nuit,
Le traitement prescrit par le médecin effecteur n'a pu être administré faute de professionnels habilités la nuit. Mais ça a été précisé, hein, il le savait, le médecin, mais voilà, c'est l'organisation qui était en place à ce moment-là. La gestion de la situation d'urgence s'est paru complexe par le binôme agent et aide-soignante, par la situation palliative en fait, hein, du résident qui était très complexe. Donc là, la direction est en réflexion pour disposer d'un temps d'idée mutualisé avec d'autres structures. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis, est bien engagé au niveau de la structure et qui va permettre, je pense, d'avoir des réponses sur ce type de situation-là. Alors, 3-4 minutes. ok. Ok. Donc, ce qui a plutôt fonctionné, une bonne évaluation de la situation d'urgence par le binôme aide-soignant, agent qui a contacté le 15 immédiatement. Le 15 a diligenté un médecin et effecteur sur place afin de mettre en œuvre une solution adaptée, sans exclure un transport, bien entendu, si besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qui a moins fonctionné, une absence d'évaluation médicale et de recueil des directives anticipées à l'admission, l'absence de traçabilité aussi de l'intervention, c'est ce qu'on disait là juste à l'instant, sur les éléments échangés avec le patient, qui plus est avec un patient voilà, qui est en capacité de comprendre et de s'exprimer. Donc on arrive effectivement sur les actions qui ont été mises en place. Voilà, l'organisation de formation flash pour la gestion des situations d'urgence, incluant l'information sur le contenu de la malade d'urgence avec le médecin co. Un parcours d'intégration spécifique pour les professionnels de nuit, ça c'est également en cours, notamment sur ces situations. Voilà, on va se servir de cet événement. Voilà, j'en ai parlé déjà avec les 2 équipes de nuit, et puis voilà, c'est quelque chose qui nous servira. Également formaliser une procédure sur la conduite à tenir en cas d'urgence la nuit, incluant des simulations d'appel d'urgence avec l'utilisation de l'outil SAED, comme le disait Anne. Voilà, mettre en place une procédure spécifique lors de l'admission d'un résident en soins palliatifs. Voilà, bien cadrer les choses qui permettraient que les choses se passent beaucoup mieux que ce qui s'est déroulé, voilà, et de rassurer tout le monde. Une réorganisation également des activités conventionnées avec d'autres structures voisines pour la mise en place d'un temps d'IDV mutualisé. Alors ça tombe plutôt bien parce que c'est un sujet qui est vraiment en cours avec l'EHPAD des Genêts d'Or à Ploua, l'hôpital de Paimpol et bien entendu ce qui a été proposé par la ZAD à Ploua. Voilà, donc ce genre d'événement ne peut à mon avis que aller à l'appui, aller dans le sens en tout cas d'une idée d'astreinte de nuit. C'est un exemple frappant de l'utilité en tout cas. Il y avait aussi ce qu'il s'agissait de la communication entre les équipes, prévoir un outil interne pour la traçabilité des messages du médecin effectueur, avec notamment voilà, où est-ce qu'on trace cela sur le logiciel de soins. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est également en cours. Voilà. Et puis du coup, bien entendu, la participation à ce webinaire. Alors, je ne pensais pas forcément, effectivement, comme on le disait tout à l'heure également sur l'autre événement, que la déclaration qu'on avait faite à l'époque amènerait à une participation au webinaire, mais c'est quelque chose qui a été hyper intéressant, d'échange aussi, voilà, sur un événement qui a été quand même assez remuant pour certains membres de l'équipe. Voilà, donc c'était l'avantage et permettre de pouvoir s'appuyer sur cet événement. Alors, dans les points forts, ce type de réunion d'analyse interstructure entre l'EHPAD et le réseau Bretagne Urgence. Donc, merci encore au docteur Cellier de s'être rendu disponible pour pouvoir venir à ce retour d'expérience. La mise en place d'une infirmière mutualisée de nuit qui est en cours, donc ça c'est un point extrêmement important, comme l'a dit Olivier. En externe, la collaboration avec les structures proches pour la mutualisation des moyens au niveau de l'infirmière mutualisée. Sur les points limitants, en fait, au moment où ça s'est déclaré, l'IDEC était sur le départ, en fait, et j'ai une nouvelle IDEC qui est arrivée au mois de février, qui est après partie en congé maternité, et j'ai eu un nouvel IDEC derrière. Donc, voilà, en fait, ça n'a pas forcément permis un bon suivi, et puis voilà, c'était une période un peu compliquée. Et en plus, on avait une des 2 équipes de nuit qu'on avait du mal à stabiliser, notamment sur le poste d'aide-soignant.
qu'on a réussi à stabiliser, mais c'est tombé en fait sur l'équipe qui était un peu fragile. Voilà, donc ça, c'était un des points limitants également. Et en point fort externe, l'appui du CAPS aussi. On ne l'a pas noté, mais ça a été quand même votre appui en termes de méthodologie a été quand même important, d'autant que c'était vraiment le premier retour d'expérience qui était fait dans la structure. Donc ça a permis de montrer aux professionnels comment on se saisit, même sur des situations qui sont difficiles, comment on peut en faire derrière une force avec des actions d'amélioration. Donc ça a été précieux, je pense, pour l'équipe. Merci beaucoup, Anne, et puis merci d'insister là, sur ce point de comment en fait une analyse bien conduite pluripro peut amener des actions. Ça prend du temps, donc c'est bien que ça serve à quelque chose, effectivement, de donner du sens. Alors, il y a une question, mais avant, je voulais voir si Françoise, tu voulais compléter en fait la présentation qui a été faite par Olivier et Anne. Est-ce qu'il y avait des éléments sur lesquels tu voulais insister ou est-ce que voilà. Et puis on donnera la question juste après. Juste deux petits points, oui, sur la prescription de l'Azilix, le médecin sur place savait que ce ne serait pas donné immédiatement. Il y avait un délai grosso modo de 3h30, 4h entre son passage et ça ne lui semblait pas aberrant. Par contre, effectivement, il y a eu complète méconnaissance de la mallette d'urgence, ce qui aurait permis de soulager, et peut-être que le patient n'aurait pas, peut-être qu'on aurait pu éviter le transport si ça avait été, si la prescription avait été appliquée à ce moment-là, il aurait pu le faire. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un des points importants que vous avez dit. Ouais. Allez-y tous les deux, vous vouliez commenter ça aussi? Non, mais c'est vrai que la structuration de cette mallette d'urgence et la connaissance par les professionnels, même si ce n'est pas eux qui administrent, mais au moins savoir qu'ils peuvent transmettre ce qu'il y a dedans. Ça, c'est essentiel. Je pense surtout quand il y a des professionnels qui sont isolés comme ça, je pense que c'est une des actions vraiment importantes. Et la transcription écrite des passages également des médecins effecteurs, ce sont des points qui sont souvent relevés. Il y a un bilan qui est passé au 15 par contre. Nous, il y avait eu un bilan de passer au 15, mais effectivement, il n'est pas toujours noté et c'est vraiment un point indispensable parce que c'est dans vos structures, les appels pour un même patient sont souvent réitérés. Il y a l'appel pendant la nuit, il y a l'infirmière qui rappelle le matin pour faire, parfois simplement pour dire oui, maintenant ça y est, ça s'est stabilisé la situation ou pas. Mais effectivement, c'est très important que les transmissions soient écrites pour les équipes. Oui, d'autant qu'en absence d'infirmier, tout à fait. Là, ce ne serait pas autorisé à donner des éléments médicaux et je pense que pour la continuité, c'est vraiment important. Merci à vous trois d'insister sur cet aspect de la traçabilité. Ce n'est pas que une contrainte administrative, c'est un outil de coordination. Je pense qu'il faut le rappeler. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il faut trouver le bon dosage. Mais on voit bien l'importance. Merci chacun de votre côté de le rappeler en fait, des deux côtés, de la barrière. On avait un commentaire dans le chat qui était que effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'établissements ou de structures qui seraient intéressés par le dispositif d'infirmiers et d'infirmières mutualisés. Je ne sais pas si vous avez envie de commenter ça. Non, là c'est vraiment suivi par la direction adjointe de l'autonomie. Nous, on n'a pas, mais bon, on peut faire le lien s'il y a des établissements qui ont besoin d'avoir des informations complémentaires là-dessus. Nous, on peut relayer auprès de nos collègues de la direction adjointe de l'autonomie. Voilà. Il y a Patrick Zamparouti. Patrick Zamparouti. Patrick, tu voulais prendre la parole, donc de l'ARS. Est-ce que tu as la possibilité d'activer ton micro ou pas? Ouais. En attendant, est-ce qu'il y avait... Ça y est, mon micro, c'est mieux. En fait, c'est 60% des EHPAD qui participent dans un projet et généralement, il y a une idéo de nuit pour 10 à 12 EHPAD. Moi, je voulais aussi, merci pour la présentation, un commentaire sur le rôle de l'HAD.
parce que l'HAD, notamment la sollicitation de l'HAD avant la sortie du patient, avant l'entrée en EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, on voyait bien c'est un patient qui était en soins palliatifs, et peut-être insister bien sur le rôle des HAD. Alors, je ne sais pas si sur Ploua, c'est l'HAD de Saint-Brieuc ou l'HAD de Lannion, mais l'HAD de Saint-Brieuc a aujourd'hui un parcours, justement, patient insuffisant cardiaque. Donc, qui aurait pu solliciter. Donc, n'hésitez pas aussi, dans un dispositif comme ça, à avoir l'HAD. Ploua, je pense que ça doit être pas Paul. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça, tous les deux? Non, c'est confirmé effectivement ce qui est dit aussi. Hein. Ok. Je peux rebondir sur quelque chose que tu as dit, Anne. Vous avez dit que c'était c'est un événement qui a marqué les équipes. Bah, oui, parce que ils se sont. Du coup, ma question, Anne, excuse-moi, c'est comment est-ce que vous avez mis quelque chose pour accompagner du coup les équipes au décours de cet événement c'est le suivi dans les jours les échanges après avec les équipes, notamment l'équipe qui a vécu ça de nuit. Voilà, c'est de la présence, de l'échange, et puis rassurer aussi sur la situation et sur ce qu'elle est mis en place pour éviter ce genre de choses. Ça a été surtout ça en fait. Ouais, c'est ça. Rapidement, on a fait une réunion avec l'ensemble des professionnels de nuit déjà parce qu'ils n'ont pas pu être présents au CREX. Et du coup, pour leur dire déjà que finalement, l'événement avait vraiment été pris en compte et qu'on en avait fait une analyse et que du coup, l'idée, c'était de leur donner aussi des outils. On parlait tout à l'heure de l'outil pour appeler le SAMU, mettre de la traçabilité, enfin voilà. Donc ça, c'était déjà le premier point. Et puis après, alors il n'y a pas eu de prise en charge particulière par rapport à ces professionnels, mais c'est surtout par rapport à la transparence des échanges qu'on a eu lors du CREX, déjà rapidement leur faire part de ça et puis leur montrer qu'il y a un plan d'action derrière qui est suivi et faire alors le médecin coordonnateur, c'est pas encore mis en place, mais proposer de faire des exercices de simulation, d'appel aussi pour qu'elle se sente, pour que ça se fasse, qu'elle s'approprie les outils et qu'elle se sente moins désemparée dans des situations comme ça. D'accord. Donc, bonne conscience que c'est pour les outiller, en fait, que toutes ces mesures sont mises en place, quoi, en fait. Tout à fait. C'est ça. Ok. Et en insistant, comme disait Gaël Gernigon, là, sur les points positifs, notamment de la bonne évaluation de la situation d'urgence, comme ça a eu lieu dans cet événement. Oui, c'est ce qu'on leur a dit. Hein. Il y a eu des choses très bien. Enfin, elles ont réagi très vite et elles ont fait. Ok, non, je me permettais d'insister là-dessus. C'est vrai que sur ces analyses de pratique, c'est important d'insister aussi sur ce qui a bien fonctionné, en fait, hein, même quand effectivement l'évolution n'est pas forcément positive, en fait, hein, de bien insister sur l'engagement et tout ce qui a été mis en place. Pardon, François, je pense que je t'ai coupé la parole. Non, et moi, je voudrais savoir également si dans les... C'est un petit peu indépendant, parce que c'est pas tout à fait lié, mais quand même, s'il y a beaucoup de patients de l'EHPAD pour lesquels il y a des directives anticipées, il y a des projets, est-ce que c'est structuré? Parce que c'est un problème qui est quand même extrêmement récurrent dans les appels, c'est qu'on demande, on a quand même dans les SAMU, on a quand même fréquemment des appels pour des patients centenaires. Et quand on demande le projet thérapeutique du patient, la fin de vie a été envisagée et très souvent, on n'a pas de réponse. C'est pas connu de la structure. C'est pas connu de la structure, puisque parfois, on fait même intervenir, voire transporter des patients. On nous le reproche, enfin, c'est parfois reproché ensuite en disant que le patient, ou la famille ne voulait pas d'acharnement, entre guillemets, mais en fait, rien n'était formalisé. Donc, je sais que ça fait partie, je crois que ça fait partie maintenant de la démarche de certification, il me semble, hein, pour les... Depuis longtemps.
Ouais, dans l'évaluation externe, effectivement, ça fait Mm. partie des points. Et on a eu l'évaluation externe qui est passée, on avait cet élément-là. Alors, c'est bien cadré, c'est bien protocolisé. Il y a encore du travail à faire sur la communication aux équipes de nuit, notamment. Voilà. Et puis, essayer d'essayer de suivre cet élément, mais c'est bien intégré en tout cas. Merci. Ok, écoutez, un grand merci à vous trois pour avoir pris le temps de participer à ce retour d'expérience. Et puis, on va enchaîner si c'est bon pour vous. Vous avez pu dire ce que vous souhaitiez dire tous les trois? Non, pour moi, Non, c'était ok. tout. Ouais, merci en tout cas pour ce travail. Ouais. Et puis en tous les cas, merci de l'action que vous avez faite parce qu'elle a quand même été extrêmement constructive, votre action. Oui, tout à fait, j'en suis assez d'accord avec vous. Merci à vous. beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, on va passer au troisième retour d'expérience, Christine. Oui, c'est ça. Et donc, Marie, je te laisse la parole, Marie Perrand. C'est bon pour toi? Tu as accès au micro? Oui. Alors, super. est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Très bien. Donc, bonjour, oui, je suis Marie Perrand, sage-femme au réseau Périnatalité Bretagne. Le réseau Périnatalité Bretagne, c'est donc notre réseau régional en santé périnatale, donc qui coordonne, qui appuie, qui apporte du coup une expertise médicale au niveau des missions dans le champ de la périnatalité. Donc la périnatalité, c'est tout ce qui se passe en amont et en aval de la naissance. Je travaille notamment sur la démarche qualité-gestion des risques au sein du réseau. Et parmi ces missions de gestion des risques, nous apportons notre soutien et l'accompagnement aux établissements de santé et aux professionnels pour l'analyse des événements indésirables graves lorsqu'ils surviennent dans le domaine de la périnatalité. On est dans un domaine où, lorsque les EIG surviennent, c'est aussi très sensible, bien sûr. Ça peut impacter aussi les équipes qui ont assuré la prise en soin dans le parcours dans sa globalité. Pour cette troisième présentation, donc, il s'agit d'un rétexte en périnatalité pour lequel, du coup, le GHBS, donc le Centre hospitalier de Lorient, a fait appel au réseau et au CAPS pour apporter son soutien à l'analyse de l'événement. Nous sollicitons pour travailler à cette analyse des professionnels extérieurs à l'établissement qui peuvent apporter un regard complémentaire, qui peuvent apporter une expertise un petit peu plus à distance, en fait, avec un affect qui sera différent de celui des équipes qui étaient immédiatement concernées. Donc, ce travail, il s'est réalisé dans ce sens avec les équipes de Lorient, équipe de Quimperlé qui étaient également concernées dans le parcours. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une démarche collective avec une analyse inter-établissement. Et c'est aussi mettre en évidence ce que aussi peut impacter la survenue de ces événements indésirables graves auprès des professionnels qui, donc, du coup, étaient autour de cette prise en soin et qui peuvent être aussi impactés par ce qui peut survenir dans leur exercice. Donc, vraiment, merci au docteur Nathalie Daniel qui va pouvoir présenter aujourd'hui ce retour d'expérience, qui est donc médecin urgentiste et chef de pôle au GHBS à Lorient et également gestionnaire des risques associés aux soins. Docteur Daniel, vous êtes peut-être accompagné de docteur Quignou-Pition, mais je ne suis pas certaine qu'elle ait pu se libérer. Je ne sais pas si vous avez cette confirmation. Non, j'ai pas eu de retour. Je sais qu'elle était de garde cette nuit. Ouais. J'ai pas eu de retour de sa part. Si elle a pu se connecter ou pas. D'accord. Bon, écoutez, merci en tout cas de votre disponibilité pour pouvoir présenter ce retour d'expérience. Donc, l'histoire, c'est une femme de 31 ans
qui a une grossesse spontanée avec un suivi régulier sans particularité. Elle a dans ses antécédents un lymphome de Hodgkin traité par radiothérapie et chimiothérapie à 19 ans, sans traitement, sans plus rien depuis. 15 jours avant l'événement, elle a fait un voyage en avion en Italie. Sur les conseils de sa sage-femme, elle avait mis des bas de contention. Et 2 jours avant l'événement, elle est allée aux urgences gynéco-obstétriques de l'établissement parce qu'elle avait des dorsalgies. Il faut savoir que le service des urgences est séparé, la gynéco est séparée des urgences adultes traditionnelles. Elle est accueillie par l'interne de spécialité. C'est une patiente qui a souvent mal au dos. Elle a déjà vu l'ostéopathe, elle a fait de la kiné et ça passe pas, donc elle a décidé de consulter. La consultation, c'est sans particularité. Les constantes sont quand même avec une tension à 13,8 et un pouls à 130 par minute. Mais le bilan est normal par ailleurs, donc on lui propose des antalgiques qui avaient bien marché quand elle a fait sa consultation. On lui propose de retourner à domicile et de voir un ostéopathe. À J0, elle est vue par son médecin traitant qui l'oriente vers les urgences adultes du site de la Villeneuve sur Quimperlé pour bilan d'une dyspnée. Elle est à 27 semaines d'aménorrhée. Il y a une suspicion d'embolie pulmonaire. À 16h40, elle est accueillie aux urgences adultes. L'urgentiste fait le diagnostic d'embolie pulmonaire. Il réalise lui-même une échographie cardiaque qui valide le diagnostic. Il appelle donc le site de référence sur l'Orient. Il prend contact avec le réanimateur pour savoir si il doit adresser la patiente vers le service du SCO. Il prend aussi à tâche du cardiologue et du gynéco-obstétricien pour voir si l'orientation vers l'USCO leur paraît à tous la meilleure solution. Il y a aussi un attache pris auprès du cardiologue du CHU pour voir s'il faut l'adresser ou pour des conseils. Donc, à 20h02, elle est accueillie en USCO. Elle est mise sous anticoagulation curative par tinzaparine. La patiente va être surveillée en USCO durant 3 jours. On voit qu'il y a une amélioration clinique. Aux urgences, elle avait une tachycardie à 150, mais elle avait une tension correcte. Là, elle diminue la tachycardie. Il y a un épisode de contraction utérine qui est amendé par tocolyse Perros à J1. Devant l'amélioration, la patiente est transférée à J2 vers le service de grossesse pathologie qui ne dispose pas de modalité de surveillance continue. Le J2, c'est un vendredi en fin de journée. À J5, le lundi matin, au décours du week-end, à 7h24, l'infirmière passe de façon systématique dans la sage-femme de garde passe pour surveillance des constantes. La patiente est fatiguée, elle a des difficultés à parler, donc elle fait l'appel d'urgence immédiat. À 7h25, l'anesthésiste réanimateur du BGO, il y a un anesthésiste spécialement au niveau des grossesses patho, arrive de suite. L'information est transmise tout de suite au réanimateur pour organiser une prise en charge par fibrinolyse en service de réanimation. Le cardiologue est aussi contacté par le réanimateur.
À 7h30 est appelé le gynéco-obstétricien de garde. À 7h38, on déclenche le BIP urgence vitale. Devant la dégradation clinique, puis la survenue d'un ACR, le BIP d'urgence vitale est un numéro unique qui déclenche l'équipe du SMUR, l'équipe de réanimation et l'équipe d'anesthésistes réanimateurs du bloc général. Donc, le massage cardiaque est débuté sans délai, il n'y a pas de no-flow, elle est intubée, de l'adrénaline est administrée. Par contre, aucune capnie est mesurée malgré une sonde bien en place. Il y a une décision collégiale avec le réanimateur, l'urgentiste, le gynéco-obst, l'anesthésiste de garde du PTI de poser une ECMO véno-artérielle dans l'urgence et sous massage cardiaque, puis de faire la césarienne pour extraction fétale et sauvetage maternel. À 8h25, il y a la pose de l'ECMO. À 8h35, il y a l'incision. 8h37, il y a une naissance d'une petite fille de 1,1 kg avec un Apgar à 0,023, un pH acide à 7,03 et des lactates à 14,7. La prise en charge de la réanimation néonatale est faite par 2 pédiatres sur place, puis l'enfant est transféré vers la maternité de niveau 3 qui se situe à Vannes. À 10h30, la patiente est transférée en réanimation. À 12h20, on annonce le décès de la patiente en présence de sa famille et le décès du nouveau-né dans le centre hospitalier de Vannes. Juste avant. Le père a pu aller à Vannes et ensuite il est revenu voir sa femme qui décédera ensuite. Il n'a pas été réalisé d'autopsie maternelle. C'est moi qui... Ouais. Alors pourquoi on a fait un EIG? C'était inattendu. L'arrêt cardio-respiratoire chez une femme de 31 ans et elle s'était améliorée, donc on n'a pas compris. C'est grave, c'est un décès maternel et néonatal et associé aux soins parce qu'on a discuté sur les délais de prise en charge de décision, la coordination entre les acteurs et aussi le parcours de la femme. La méthodologie, on a fait une RMM avec la méthode alarme et on a demandé aux équipes qui l'ont pris en charge tout au long de son parcours d'être présents, que ce soit médical, paramédical, infirmière, IAD, tout le monde était présent. Nous étions 27 personnes à faire cette RMM. Alors, les causes immédiates identifiées. Le premier point, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un retard de diagnostic lors de la première consultation? On s'est aperçu que l'interne qui avait interrogé la patiente n'avait pas eu l'information qu'elle avait fait un voyage en avion 2 jours avant. Donc, peut-être qu'un senior, ça aurait percuté. On n'est pas du tout parti sur l'embolie pulmonaire. Et tout au long de son parcours, on voit qu'il y a des biais cognitifs en lien avec la grossesse. Déjà, au départ, quand elle est aux urgences de la Villeneuve sur Quimperlé, le médecin a appelé et le réanimateur et le cardiologue et grossesse patho pour savoir où transférer la patiente. Alors que si la patiente n'était pas enceinte, on serait tout de suite allé sur le suivi continu en USCO. De même, à la sortie de la réanimation, la question s'est posée. Elle est allée en surveillance parce qu'elle est enceinte en grossesse patho. Si elle n'avait pas été enceinte, la discussion se disait qu'elle aurait peut-être été en surveillance continue en cardiologie pour faire le premier levé. Donc, on pense que le fait qu'elle ait été enceinte a modifié peut-être des prises en charge dans le parcours.
Les facteurs contributifs liés au patient, elle est enceinte, donc c'est un facteur aggravant. On avait identifié le lymphome de Hodgkin, mais on a pris avis auprès des internistes et pour eux, ce n'était pas un facteur de risque de surrisque thromboembolique. Le voyage en avion récent, il n'y a pas de contre-indication au voyage. On sait que ça peut favoriser les embolies et les phlébites, mais elle avait mis des bas de contention et l'anticoagulation préventive n'était pas indiquée chez cette patiente. Par contre, le fait qu'elle ait des lombalgies chroniques lors du premier passage a orienté le diagnostic vers ces pathologies chroniques. On a eu un retard de diagnostic et le fait de ne pas dire qu'elle avait fait un voyage en avion. Les facteurs liés aux tâches à accomplir, il n'y avait pas de maintien de surveillance de scope, c'est ce que j'ai dit, continu. Il n'y en a pas eu au moins 48 heures après sa sortie de l'USCO. Elle est partie directement dans un service de médecine. Il n'y avait pas eu non plus un essai de premier levé en USCO. Il a été réalisé dans le service de gynéco-obstétrique après la réalisation d'un Doppler. Donc là, on remet les biais cognitifs comme j'en ai parlé tout à l'heure. Le gynéco-obs de garde avait déjà discuté a échangé avec l'anesthésiste du BGO sur la question de la réalisation d'une césarienne en urgence avant de mettre l'ECMO. La conduite à tenir n'avait pas été retenue parce que lors de la prise en charge de l'ACR, elle s'était aperçue qu'il n'y avait pas de circulation et que le TCO était négatif, était nul. Donc, pour elle, il n'y avait pas de circulation, donc il fallait remettre la circulation plus vite. Et là, il y a eu une réflexion collégiale pour réaliser l'ECMO en première intention. Il y avait et le réanimateur et le cardiologue spécialisé dans l'ECMO et l'anesthésiste et le gynéco-obst. Leur objectif était de remettre une circulation sanguine et quand ils ont posé les sondes, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de circulation sanguine, donc probablement la charge thromboembolique était importante. Les facteurs liés à l'équipe, il y a eu une communication entre professionnels, l'information était écrite dans le dossier, il y avait des transmissions et alertes. L'anesthésiste qui était de garde dans la nuit du dimanche au lundi avait appris la présence de cette patiente dans les lits, savait que c'était une patiente à risque et dès qu'elle a été appelée, elle a tout de suite couru vers cette chambre parce qu'elle savait que c'était la patiente qui pouvait poser problème. Donc, l'alerte et les prises en charge ont été rapides. Il y a eu des demandes de soutien ou de comportement face aux incidents. Chaque service a pu faire un débriefing et il y a des propositions d'avoir des consultations psychotrauma. Il y a eu une bonne communication vers le patient et ses proches. Les réanimateurs ont communiqué avec la famille. Les pédiatres étaient allés voir à plusieurs reprises la famille et le père, de même les gynéco-obstétriques. Il y avait aussi une anticipation, il y avait une communication du cardiologue avec ses confrères du CHU de Rennes pour, dès le début de la prise en charge, savoir si ça n'allait pas, si ça s'aggravait, l'embolie pulmonaire, si on devait aller vers l'ECMO, si on devait aller vers une fibrinolyse. Des questions avaient été anticipées. On peut peut-être passer la parole à Marie qui voulait apporter tout à l'heure un petit complément sur les facteurs liés à l'équipe qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer dans le diaporama. D'accord, pas de problème. Oui, ça a été effectivement abordé lors de la RMM sur cette
cette gestion que peut être l'urgence vitale et sur cette organisation parfois délicate sur l'organisation d'équipe en situation d'urgence et notamment la prise de leadership. Enfin, c'est des choses qui ont pu être évoquées lors de la réunion. Et puis, la possibilité de prise de décision dans l'urgence sous forme collégiale avec la multidisciplinarité qu'il y avait par les professionnels qui étaient présents en nombre et très actifs dans la prise en soin de la patiente. Donc, c'est vrai que c'était des points qu'on avait pu aborder aussi, Nathalie, sur le temps de la réunion. Oui, tout à fait. Et c'est une situation que jamais personne n'avait vécue jusque-là. Donc, les décisions, c'était il n'y avait pas sur leur vécu, enfin, c'était sur les bases. Tout le monde découvrait cette prise en charge. Et puis, c'est là qu'on retrouve dans les facteurs à l'environnement le contexte dans lequel on est sur le temps où survient l'urgence d'une patiente qui est en maternité, quoi, qui est vraiment dans une chambre avec des équipes qui doivent se mobiliser sur cette gestion de l'urgence dans un contexte bien éloigné d'un bloc obstétrical. Voilà, Ouais, donc on y arrive là. Et même après, en discutant, la discussion sur la réalisation d'une césarienne de sauvetage dans une chambre leur paraît, au vu de la situation, compliquée. C'est une chambre, il n'y a pas d'espace, ils n'ont pas leur matériel. La patiente était sous anticoagulant. C'était une grossesse à terme et ça leur a engendré des complications supplémentaires, le massage, le ventre, tout est… quand on leur a expliqué que les préconisations étaient la césarienne pour sauvetage maternel, ils ont eu du mal, même a posteriori, à se voir la faire dans une chambre. Et il faut savoir qu'ils ont fait la césarienne au niveau de où ils ont posé l'ECMO, c'est au niveau de l'interventionnel en cardiologie. Et les équipes cardiologues qui ne sont pas habituées à voir ce genre, une césarienne, ont été choquées par l'événement. Plusieurs nous ont fait le sentiment qu'ils avaient été choqués de voir la réalisation de la césarienne. C'était déjà dans un milieu qui ressemble à un bloc, mais ça a été pas toujours bien vécu par même les médecins qui ont l'habitude de voir des choses un peu, les cardiologues de voir des choses un peu gore. Ils ont été perturbés par le sang et cette césarienne. Ok, Nathalie, ici. Ouais. 3-4 minutes, ça te convient? Voilà. Ok. Au niveau de l'organisation et du management, tout le monde se discutait, les choses se sont bien passées. Les choses qui ont fonctionné, les équipes du secteur obstétrical étaient en alerte sur la situation de la patiente. Il y a eu une bonne communication entre les différents professionnels. Il y a un BIP urgence vitale qui fait qu'il y a eu tous les équipes sont arrivées pour aider. Les choses qui n'ont pas fonctionné, c'est ce qu'on a dit au début, c'est les biais cognitifs à tous les échelons de la prise en charge face à la situation de la grossesse. Tout le monde c'est une femme enceinte et ce n'est pas une femme qui a une embolie pulmonaire. Donc, dans les mesures de mise en place, on a dit systématiser la relecture des dossiers par le seigneur de garde pour les urgences gynéco, formaliser les organisations de transfert de l'USCO pour les prises en charge obstétricales, le lever. Maintenant, il y a une sage-femme qui peut être mobilisée et aller dans les services pour justement s'occuper des enregistrements fœtaux. Essayer d'organiser ensuite
dans les 48 heures plutôt vers une surveillance cardiologique et plutôt faire le premier levé en USCO sous surveillance SCOP. Pour les protocoles, ils ont proposé une procédure de prise en charge de l'ACR maternelle et diffusée aux équipes concernées selon les recommandations de la SFAR de l'ACR chez la femme enceinte. Et surtout une vigilance aux biais cognitifs à tous les échelons de la prise en charge. On a un centre de simulation où il y a déjà certaines formations via la simulation et il y a une proposition de faire une formation sur cette thématique, l'ACR chez une femme enceinte, pour faire travailler toutes les équipes ensemble. Donc, les points forts, comme je vous disais, on a été presque 30 à participer à cette RMM. Donc, ça a mobilisé beaucoup d'acteurs. Ça a permis de chacun savoir ses difficultés. On s'est aperçu que tout le monde, face à la femme enceinte, on avait tous peur des prises en charge. C'est une inconnue. D'où la volonté de toujours les mettre en gynéco-obstétrique. Donc, il faut améliorer l'orientation de ces femmes enceintes et puis l'accompagnement des professionnels par le centre de psychotropa du centre hospitalier. Voilà, on n'a pas trouvé de point limitant. Merci beaucoup, Nathalie. Marie, tu voulais compléter ? Je pense qu'on a pu effectivement présenter là l'accompagnement qui a été cet accompagnement avec les équipes et puis vraiment des équipes mobilisées en nombre avec le souhait de pouvoir réfléchir ensemble sur encore cet aspect pluridisciplinaire qui était quand même très présent sur le temps de la réunion, équipe réanimateur, équipe urgentiste, équipe cardio, équipe obstétricale. Et voilà, tous ces professionnels mobilisés pour revoir, réfléchir au parcours dans ce sens-là. Donc, c'était un échange important qu'on a pu accompagner avec le CAPS et qui, du coup, a pu permettre de mettre en évidence des points dans ce sens-là qui pouvaient être améliorés, en tout cas sur le parcours relatif à cet événement qu'on pense ne voir jamais survenir et qui peut malgré tout arriver quoi. Il y a 2 questions, il me semble 3 questions en fait. Modalité de transfert en fait du nouveau-né. Est-ce qu'il y avait un commentaire par rapport à ça, Nathalie? Est-ce que tu as ça en tête? Normalement, on appelle le SAMU de Vannes. Alors, soit ils viennent les chercher, soit c'est un transfert. Je crois qu'ils viennent le chercher. Je ne m'occupe pas de la régulation. Mais on passe directement. Il y a des échanges avec le SAMU de Vannes. D'accord, ok. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé dans mon souvenir. Oui, pour moi, oui. C'est le SAMU de Vannes qui est venu chercher l'enfant. Ok. Donc, ça répond à la question de Françoise. Il y avait une question ou un commentaire d'un collègue aussi sur la réanimation pédiatrique dans un autre service. Est-ce que tu te souviens de ça, Nathalie? C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé là dans la description. Est-ce que toutes les deux, vous vouliez commenter ça? Les pédiatres étaient moins... Ils ont pris l'enfant, ils étaient à 2, il y a eu moins de discussions. Ils étaient préparés à avoir un enfant qui allait être en difficulté. Mais non, je ne me souviens pas qu'ils aient... c'était plus les anesthésistes et les réanimateurs qui étaient perturbés plus que les pédiatres pour moi. Et je pense qu'un des sens de la question, c'est bien l'anticipation. Donc, ils ont été informés dès le départ que ça risquait d'évoluer comme ça et que, effectivement, ok, en termes de préparation, ils ont bien été intégrés. Oui, tout à fait. Et puis la notion de deux pédiatres. Pardon, Nathalie.
Non, je voulais juste dire, la gynéco-obstétrique est dans le même bâtiment que la pédiatrie, donc c'est fluide. Ouais. Ok, c'était le sens, je pense, de la remarque. Marie, tu voulais compléter? C'était dans le sens aussi qu'on est sur un horaire où il y a la relève d'équipe et il y avait du coup aussi 2 pédiatres dans ce sens-là, peut-être. En tout cas, il y avait les 2 gynécologues aussi, Nathalie, dans ce sens, puisqu'on était sur l'horaire de 8h30, Voilà. mais en tout cas, une équipe qui transmet des alertes très rapides avec du coup voilà, les pédiatres qui étaient mobilisés par anticipation. Oui. Et c'est bien appuyé par Françoise Cellier là dans le chat. Une autre question, c'est l'accompagnement de la famille, là, notamment du conjoint. Est-ce que tu peux en dire un mot, Nathalie? Alors, il a été accompagné, il a été revu plusieurs fois dans la journée et par les différents spécialistes. Mais quand on avait fait la RMM, on avait demandé si plusieurs semaines plus tard, on l'avait sollicité et il n'y avait pas eu de contact, de nouveaux contacts après. D'accord. Tu veux dire qu'il n'avait pas souhaité reprendre contact ou vous l'aviez sollicité, il n'avait pas répondu? Nous, on n'a pas essayé de Ah. reprendre contact avec lui et lui n'a pas non plus essayé de reprendre, en sachant que on leur dit si vous avez besoin, vous pouvez revenir. On peut rediscuter, on peut avoir un nouvel échange, mais ensuite, on ne l'a pas ressollicité. Et lui ne l'a pas ressollicité non plus. Merci beaucoup. Dans le même sens, à toutes les deux, là, Marie, parce que je sais que le réseau Périnat travaille dessus, et vous à Lorient, Nathalie, est-ce que vous pouvez dire un mot de l'accompagnement des professionnels, hein, parce que j'expliquais dans la salle là, que ça avait été une analyse quand même voilà, très longue, très marquante en fait pour les professionnels, hein, voilà, avec des répercussions émotionnelles très fortes à chaud et puis même à distance. Donc tu parles du centre psychotrauma, peut-être dire un mot sur ces événements-là qu'on considère de plus en plus comme générateurs de chocs psychotraumatiques et donc de prise en charge ad hoc, donc dans le champ de la périnate, mais de façon plus large. Est-ce que je vous laisse dire un mot sur ça, toutes les deux? Nous, sur Lorient, il y a en général des débriefings en équipe et il y a un psychologue qui peut être il peut y avoir des débriefings avec un psychologue de l'établissement qui vient pour débriefer l'équipe. Et il y a aussi des psychologues qui travaillent en ville. Si quelqu'un veut aller voir, ils travaillent avec nous et on leur propose, ils ont le droit à avoir des consultations avec eux s'ils veulent plutôt faire un débriefing personnel parce qu'il y a quelque chose qui les a marqués. Il y a encore un des médecins qui reste attaché par cette situation, quoi, qui continue à mal le vivre. Donc c'est sur la distance, quoi. On est obligé de continuer à suivre le personnel. Merci Nathalie. Marie, tu veux en dire un mot aussi? C'est vrai que c'est une attention qu'on a de plus en plus dans tout un tas de IGS, c'est de voir effectivement comment les soignants sont aussi accompagnés. Oui, complètement, se prendre soin des soignants qui prennent soin de leurs patients et puis d'être vigilant sur voilà, ces premiers moments qui sont effectivement impactants et qui sont normales d'être, c'est normal d'être impacté. Donc voilà, ce temps de débriefing à chaud, de pouvoir en échanger, en partager rapidement dans la survenue de l'événement, puis d'organiser, formaliser un débriefing dans les premiers jours vraiment où l'événement survient et de garder cette vigilance pour les professionnels, notamment, comme on dit, au-delà d'une trentaine de jours, on n'est plus dans le stress aigu, mais dans un stress post-traumatique qui peut s'installer et qui, donc, du coup, doit être malgré tout à l'esprit des professionnels, des équipes également encadrantes, de revoir un petit peu comment ça se passe par la suite, comment est-ce qu'on accompagne ces événements. Donc, nous aussi, comme tu disais, Pascal, hein,
lorsqu'on va coordonner et soutenir les établissements à l'analyse, c'est de voir un petit peu comment est-ce que les gens vont par la suite et puis de pouvoir aussi en débriefer dans ce sens-là. Les retours sont aussi que le temps de RMM, le RETEX, permet de pouvoir reprendre les événements et de pouvoir intégrer les choses et puis de pouvoir aussi voir si les professionnels ont encore besoin d'être accompagnés dans ce sens. Ouais. Merci beaucoup, merci. Bon, merci beaucoup à tous. On est juste bien dans les temps. Une dernière diapo juste pour rappeler, pour vous remercier à nouveau tous d'avoir présenté ces RETEX là, parce que c'était un travail supplémentaire à la déclaration. Donc c'est franchement, mais c'était très très intéressant et très enrichissant. Et je pense que ça va servir à tous les participants de ce webinaire. Un point sur les ressources, on en avait présenté un petit peu plus largement dans le webinaire l'année dernière, c'est l'outil qui a été développé en collaboration avec tous les membres du REVA, donc le CAPS et puis toutes les structures d'appui et de vigilance. C'est un mémo d'aide à la déclaration des EIGS parce que tout le monde n'est pas encore très à l'aise avec ce processus de déclaration, donc qui est disponible sur tous les sites des structures de vigilance et sur le site de l'ARS. Et puis, évidemment, la possibilité de solliciter les équipes de l'ARS qui reçoivent les déclarations de IGS, qui prennent en gestion. Et puis, évidemment, toutes les structures régionales d'appui qui sont sollicitables. Donc, pas hésiter à solliciter ces structures pour un appui méthodologique ou un appui plus technique. On l'a vu, parfois c'est aussi nécessaire. Y aura-t-il un partage des différents PowerPoint? Oui, c'est possible. Tout le webinaire a été enregistré, donc il y aura aussi un lien pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter pour pouvoir le suivre en décalé, merci, en différé, en replay. Voilà, et puis tout sur le site internet. Tout sera sur le site internet. Le bilan des EIGS sera bientôt sur le site internet. Et puis on fait un appel à des volontaires pour le prochain webinaire, pour des établissements qui souhaiteraient présenter des RETEX. On verra si on retravaille sur le même format, mais c'est un format qui est assez intéressant d'avoir le retour de vos déclarations et de ce que ça a pu apporter à vos équipes et puis à l'ensemble des participants. Encore merci. Merci beaucoup. Merci.